Bonjour, l'invité de Radio Arménie aujourd'hui pour l'émission spéciale est Raymond Kevorkian. Raymond Kevorkian, historien et en particulier historien du génocide des Arméniens, qui a édité en 2023 un livre qui fait, je pense, du bruit dans le milieu des historiens puisqu'il prend à contre-pied l'historiographie connue du grand public euh, sur qui s'est préoccupé de présenter au monde Mustafa Kemal, dit Atatürk, l'homme providentiel de la Turquie, donc qui le livre s'appelle Parachever un génocide, Mustafa Kemal et l'élimination des rescapés arméniens et grecs chez Odile Jacob. Bonjour Raymond Kevorkian. Bonjour. Vous parlez des années d'après-génocide et du rôle de Mustafa Kemal dans le parachèvement du génocide des Arméniens. Euh, comment, comment vous en êtes venu à prendre cet angle de l'historiographie très importante sur Mustafa Kemal, un personnage qui a fondé, qui dit-on, a fondé la Turquie moderne, et vous ajoutez, si vous voulez, un aspect qui est considéré comme tout à fait non exploré de Mustafa Kemal en disant qu'il a été celui qui était dans la continuité des jeunes Turcs et qui a effectué un travail de parachèvement, d'achèvement du génocide des Arméniens. Dites-nous comment vous est venue cette idée de voir Mustafa Kemal de cette manière. Bon, en fait, j'ai été confronté effectivement à l'historiographie officielle, principalement turque, mais pas seulement. Il y avait quelques propagandistes aux États-Unis et même en France qui continuaient à mettre en valeur l'image d'un héros qui a sauvé la Turquie, etc. Ça commençait un petit peu à chatouiller, on va dire, euh, non seulement ma curiosité, mais même mon ressenti de professionnel. Et puisque j'avais quand même identifié quelques éléments révélateurs de son action. Alors, le parachever, pourquoi utiliser cette terminologie? En fait, un génocide, il y a l'action elle-même de destruction des groupes, et puis il y a forcément des rescapés, n'est-ce pas? Nous en sommes nous-mêmes le fruit. Et ces rescapés, après-guerre, quand ils ont essayé de rentrer chez eux ou ils sont rentrés chez eux, ils ont été confrontés à une situation assez inédite, assez intéressante. Il y a un peu plus de 600 000 Arméniens sur 2 millions qui sont rentrés chez eux. Alors, je ne cherche pas évidemment à transformer le chiffre d'un million et demi. En fait, le million et demi s'explique aussi par les massacres qui ont été commis en Azerbaïdjan iranien à plusieurs reprises, euh, au, à la fin de 1914, au début de 15, au début de la guerre, et ensuite en 1918, voire en 1920. Il faut peut-être Il faut y ajouter ceux qui ont été massacrés dans l'Arménie du Caucase, l'Arménie russe. Voilà. Et on vraiment arrive effectivement à peu près à 1,5 million. Raymond, peut-être une précision pour les auditeurs de Radio Arménie. Quand vous dites Azerbaïdjan iranien, donc il s'agit bien de l'Iran, c'est-à-dire Oui, la région appelée Azerbaïdjan en oui. Iran, qui est le vrai Azerbaïdjan en fait, les populations arméniennes et syriaques dans cette région ont été victimes des Turcs et non pas de l'Iran.
bien sûr. Bon, enfin, c'est presque un autre sujet. Je l'ai traité très Bien sûr. rapidement dedans, mais il y a un livre qui fait une excellente synthèse là-dessus de Magdalena Nechanian. C'est une thèse de doctorat qui a été défendue il y a une vingtaine d'années et dont j'ai été l'éditeur d'ailleurs. Bon, peu importe. Je reviens au sujet. Environ 600 000 rescapés qui rentrent dans leur foyer. Et sur leur sort, on savait quasiment rien. La seule chose qu'on savait, c'est que à partir de 1922 jusqu'à 24-25, il y a un flot continu de rescapés qui quittent l'Empire ottoman. Hein, on n'est pas encore dans la Turquie républicaine, qui quittent l'Empire ottoman et qui fuient vers la France, les États-Unis, etc. Voilà ce qu'on savait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est pourquoi ils étaient partis à ces moments très précis. En fait, il y a eu l'organisation, la planification d'un travail de harcèlement, de massacre, de déportation qui a abouti à la fuite de ces populations hors du pays et une claire politique Kemal et des jeunes Turcs, je m'expliquerai après à ce sujet, pour parachever le travail, c'est-à-dire même les rescapés, soit les éliminer physiquement, soit les pousser à l'exil et au départ, pour obtenir le résultat souhaité dès l'origine, c'est-à-dire une purification ethnique de l'Asie mineure pour la transformer en État-nation turc. Voilà. En gros, les grandes lignes, elles sont là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je finis une trilogie que j'ai commencée il y a plus de 30 ans. Et deuxièmement, je souhaitais aborder une question qui est rarement traitée, c'est-à-dire quand s'arrête un génocide. Et là, je montre en fait qu'il y a une continuité après la violence elle-même sous des formes un petit peu différentes. Troisièmement, j'avais le souci en fait de démontrer sans aucune ambiguïté que Mustafa Kemal avait continué le programme de liquidation des populations arméniennes dans l'Empire ottoman, le programme Jeune Turc. Lui-même était un jeune Turc. Enfin, je voudrais souligner un point qui me paraît important. Euh, à- Quand j'ai achevé ce travail, je me suis dit, dorénavant, je ne vais plus utiliser la terminologie génocide des Arméniens pour qualifier les événements qui se sont produits dans l'Empire ottoman, mais dire tout simplement que le génocide programmé par le Comité Union et Progrès avait vocation non seulement à liquider les populations arméniennes, mais également les populations assyro-chaldéennes et enfin, avec un temps de retard, les populations hellénophones ou grecques. C'est bien l'option de purification ethnique que vous avez décidé de choisir. La purification ethnique, finalement, et c'est un autre sujet bien sûr, mais finalement, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Karabakh avec l'aide de la Turquie ces derniers mois, nous voyons que le génocide n'est pas un événement du passé, mais un processus qui continue encore. Et l'existence des Arméniens et de l'Arménie aujourd'hui sur son territoire historique est considérée comme une sorte de verrue de la part de la Turquie, du pouvoir turc depuis longtemps, donc depuis probablement le 19e siècle. Et on voit donc cette continuité de la volonté d'effacer de la terre, de cette terre-là, du moins, de cette terre-là, les populations arméniennes, ou l'existence même des Arméniens et aujourd'hui de l'État arménien. Oui, alors, au sein de l'État turc, il n'y a pas toujours eu des postures aussi radicales que celles qu'on observe aujourd'hui. Même le régime Erdogan, à ses débuts,
montrait une certaine ouverture d'esprit et oui, une forme de tolérance, peu importe. Aujourd'hui, la question, c'est que l'AKP a fusionné, quasiment fusionné avec le MHP, les loups gris. Et ces loups gris, c'est les continuateurs des jeunes Turcs. Voilà, ça il faut le savoir. Et dans leur esprit, la liquidation définitive des Arméniens sur la surface de la terre, ça constitue quasiment non pas un objectif, mais l'essence même de leur politique. C'est quasiment obsessionnel et ça relève quasiment de la psychiatrie ou de la psychanalyse. On a le sentiment parfois que pour bâtir une identité bien fragile, finalement, qui repose sur quoi ces milieux nationalistes ont décidé qu'elle devait se bâtir sur la haine des Arméniens, voilà, qui est quasiment obsessionnelle. Alors, en Europe, dans la classe politique, parmi les personnes les plus clairvoyantes, il y en a un certain nombre qui ont compris ce phénomène. Et pour, euh, pour conclure sur ce point très précis, euh, nous avons quand même affaire avec ce génocide dont j'ai donné la définition tout à l'heure. Nous avons affaire à une situation inédite, c'est-à-dire à une destruction où le bourreau n'assume pas son passé. Ça, c'est quand même un élément très important. Deuxièmement, le bourreau n'a jamais été puni. Les principaux responsables de l'extermination des Arméniens ont été, oui, ont subi une punition, ont été exécutés par des jeunes Arméniens de l'opération Némésis. Mais au final, il n'y a pas eu une justice internationale qui est passée et qui aurait pu, en quelque sorte, laver cet affront à l'humanité qui a été le génocide. Euh, donc, un État dont les dirigeants ont des grands-parents qui ont été des meurtriers, des criminels de masse, qui n'a pas été puni, il a tendance à continuer à sévir. Ça, c'est une leçon que on doit tirer. Si la justice ne passe pas, le danger perdure. Donc, effectivement, l'Arménie maintenant est sous la menace d'extrémistes de Turquie, sans parler de l'Azerbaïdjan. Alors, je vais dire deux mots de l'Azerbaïdjan quand même. J'ai consacré un petit chapitre à cette question qui est importante. Euh, L'Azerbaïdjan, évidemment, surtout sur la rive gauche de l'Arax, pour les géographes, ça n'existait pas jusqu'à 1918. L'Azerbaïdjan, le grec, dans sa forme grecque, l'Atropatène, hein, que les Arméniens formulent sous la forme Aderbadagan, ça n'existe que sur la rive droite du fleuve Arax. Sur la rive gauche, Sur la rive c'est droite, donc en Iran. en Iran, absolument. Sur la rive gauche, c'est tout simplement une invention. L'Azerbaïdjan contemporain côté russe, sur la rive gauche, a été inventé par le comité central Jeunes Turcs. En septembre 1918, quand les troupes turques finissent par arriver à Bakou, elles restent hors de Bakou, aux portes de Bakou. Et en septembre 1918, 30 000 Arméniens de Bakou sont massacrés. Euh, avec évidemment des croix sur les portes, enfin toutes les procédures habituelles. Officiellement, donc, les troupes turques sont restées hors de la ville et ne sont pas, n'ont pas participé à ces violences. Mais on a des petits détails quand même fondamentaux. Le directeur de la police de Bakou en septembre 1918, c'est un certain docteur Bahadine Shakir.
c'est-à-dire le patron de l'organisation spéciale, membre du comité central jeune turc, qui a liquidé les populations arméniennes, principalement dans les 6 vilayets arméniens. Donc, la présence de Shakir à la tête de la police, vous avez compris, c'est clairement lui qui a organisé et planifié la liquidation des Arméniens. Alors certes, l'armée turque, qui souhaitait passer et par le Nakhichevan et par l'Arménie, a été bloquée avec les fameuses batailles de Sardarabad et autres, et ont contourné donc l'Arménie par la Géorgie. Ils sont passés par la Géorgie, peu importe. En tout cas, la naissance de l'Azerbaïdjan contemporain, c'est le parti Moussavat qui est mis en place. C'est directement le fruit. C'est Nouri, donc l'oncle, le jeune oncle d'Enver, qui est à la manœuvre à cette époque et qui contrôle l'armée qui est aux portes de Bakou. Et c'est eux qui vont mettre en place le régime Moussavat. Ça, c'est clairement. Donc, il y a une complicité directe. L'Azerbaïdjan est directement, si on peut dire, qui était une sorte d'officine d'Istanbul, de Constantinople, est directement un prolongement, un proxy de l'Empire ottoman et du régime jeune turc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième qui est très important et qui est lié aux questions contemporaines, c'est en 1920, l'alliance qui est passée entre les bolcheviks et les jeunes turcs et les kémalistes. Parce qu'en fait, jeunes turcs et kémalistes, c'est assez compliqué. Kemal a eu du mal à prendre le pouvoir au sein de la mouvance jeune turque. Et ceux qui étaient à Berlin, Talat en premier, bien sûr, ont très longtemps contesté son autorité. En tout cas, c'est ces équipes qui ont passé un deal avec les bolcheviks, et ce deal a probablement été déterminant dans le passage du Nakhichevan et du Karabakh aux mains de l'Azerbaïdjan soviétique. Et la meilleure preuve, c'est la suivante. Au moment du deal, clairement, euh, les jeunes Turcs qui étaient totalement dominants à Bakou, au sein du Moussabat, avec des membres du parti qui jouaient des rôles clés au sein du gouvernement Moussabat, il faut le savoir. Hein, il n'y avait pas que Bahadine Shakir. Euh, donc, les jeunes Turcs et Kemal ont clairement sacrifié le régime Moussavat, confier le pouvoir aux bolcheviks azéris, d'accord. Et ça, c'est très important parce que c'est une époque où Moscou est un peu en difficulté parce qu'il s'affronte aux Russes blancs en Ukraine, n'est-ce pas? Donc, ils souhaitaient au Caucase trouver un deal pour pouvoir récupérer le Caucase sans avoir à lancer de grosses opérations militaires. Et pour liquider donc l'Arménie et dans la foulée la Géorgie, ils ont passé le deal avec les kémalistes en sacrifiant, comme je disais, le Moussavat. Ça, c'est important. Ce qu'il faut noter aussi, qui est essentiel, c'est que Kemal lui-même euh, a préféré laisser les troupes grecques avancer en Anatolie et donner priorité à une offensive sur l'Arménie. Et comme vous l'avez observé, à l'automne 1920, il y a eu une double offensive. D'un côté, les bolcheviks, au sud, sud-est, on va dire, et de l'autre côté, donc au sud-ouest, les kémalistes qui ont pris en tenaille l'Arménie pour la liquider. Alors, en arrière-plan, je suis désolé, ça paraît compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Il s'agissait aussi de mettre un point final à l'option traité de Sèvres. Et liquider l'Arménie, c'était rendre quasiment impossible la solution politique qui était proposée par les Britanniques et les Français en particulier, d'unifier les provinces
orientale, donc on va dire russe, avec celle de l'Empire ottoman, les provinces arméniennes, bien sûr. Voilà, j'ai fait une synthèse un peu Alors, rapide. bien sûr, ce n'était pas une Oui, digression puisque ça faisait partie aussi de cette période de oui, passage de l'Empire ottoman à l'État turc moderne oui, sur lequel vous vous êtes penché dans ce livre. Comment s'est fait ce passage? Vous avez parlé du point commun entre les unionistes qui s'avèrent être finalement, entre les unionistes et le Kemal, qui s'avère être finalement la liquidation des populations chrétiennes de l'Empire, de la région en particulier du haut plateau arménien et l'Asie mineure en oui. général. Mais donc il y a dans cette affaire aussi une histoire. Comment s'est passé, s'est fait ce passage? Quelle était, par exemple, la position de Mustafa Kemal vis-à-vis du génocide avant même de prendre le pouvoir et comment il a adopté, si vous voulez, cette idéologie, comment cette adoption s'est faite, du moins cette idéologie de l'anéantissement, en tout cas de l'homogénéisation, comme Oui. pour dire très poliment, le génocide des Arméniens, des Grecs et des Assyriens. Bon, je vais rappeler une fois de plus que Mustapha Kemal lui-même est membre du Comité Union et Progrès quasiment dès l'origine. Bon, euh, s'il est resté bloqué en quelque sorte à un niveau purement militaire, c'est dû principalement à sa concurrence avec Enver Pacha, qui voulait pas d'ombre, ça c'est clair. Alors, à la fin de la guerre, quand les jeunes Turcs, les principaux cadres jeunes Turcs fuient à Berlin sur un bateau allemand via la mer Noire, euh, Kemal, lui, était encore à peu près vers Adana, puisqu'il rentrait en fait du front de Palestine où il a combattu la dernière année dans une opération qui s'appelle l'opération Yildirim. Bon, peu importe, contre les Britanniques. Donc il rentre et donc une fois à Constantinople, il rencontre ses collègues, etc. Alors au sein des cadres jeunes Turcs qui sont restés en Turquie, il avait quand même de proches amis qui avaient fait par exemple l'académie militaire avec lui, etc. Et il va commencer un petit peu avec un noyau réduit de proches qui va s'élargir progressivement, mais qui va s'affronter au début aux cadres jeunes turcs qui restent fidèles à ceux qui sont à Berlin. Alors, Berlin détenait quand même des clés essentielles. Déjà, ils ont rebaptisé l'organisation spéciale à la veille de leur départ, en octobre 18, qui s'appelle dorénavant Caracol. Alors, l'organisation spéciale a un avantage, c'est qu'elle détient les caches d'armes qui ont été soigneusement organisées avant leur départ et qui sont réparties un petit peu partout en Asie mineure et surtout dans les provinces orientales, Sobaz, jusqu'à Ankara. Donc, Je rappelle simplement que l'organisation spéciale, c'est l'organisation secrète mise en place par les jeunes Turcs au pouvoir pour exécuter, organiser le oui, génocide oui. des Arméniens. Enfin, elle était à peine secrète, hein, parce que si vous voulez, sa particularité, c'est que ce sont des paramilitaires qui n'obéissaient pas au ministère de la Défense, mais qui étaient directement rattachés au comité central jeune turc et qui ne recevaient ces ordres que du comité central. Et ça, vous savez, on l'observe dans tous les génocides. Euh, j'ai observé il y a très peu de temps là exactement le même phénomène avec les Tutsis au Rwanda où les Hutu Power contrôlaient effectivement les milices qui ont été les principales destructrices des populations Tutsis du Rwanda. Bon, en aparté. Donc, les paramilitaires, on a la même chose avec les SS. Vous voyez, c'est pas des gens qui obéissent à la Wehrmacht, c'est des paramilitaires qui obéissent directement au parti.
Donc, donc ça, c'est un élément qu'on retrouve dans tous les génocides. Euh, alors, Vous parlez des caches d'armes. oui, je parlais des caches d'armes, mais ils ont un autre un argument extrêmement puissant. Euh, le trésor de guerre du parti, qui est constitué principalement par évidemment les ponctions qui ont été faites sur les populations arméniennes, il est principalement stocké à Berne, en Suisse. Et celui qui contrôle officiellement ces comptes, euh, c'est le chef du Croissant Rouge ottoman. Or, ce chef du Croissant Rouge ottoman, c'est ni plus ni moins qu'un cadre jeune turc qui a été mis là à la tête et qui utilise le Croissant Rouge pour distribuer de l'argent aux caracoles et aux cadres qui ont organisé, entre guillemets, la résistance en Asie mineure. Alors parlons maintenant de la résistance en Asie mineure. En fait, cette résistance, elle va consister, comme je l'ai dit, d'une part à attaquer l'Arménie, ça c'est un point, mais surtout, et ça c'était assez peu, on l'avait très peu étudié, un harcèlement systématique des rescapés arméniens qui rentrent dans leur foyer. Alors, ça a plusieurs formes. Il y a des étages. Euh, Ça peut être des meurtres qui sont commis contre des rescapés qui rentrent et qui réclament à récupérer leur domicile, leurs biens, tout simplement. Et là, bah, souvent, il y a des assassinats pour éviter de leur restituer leur maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un système de rançon qui est mis en place à l'égard de tous les rescapés et qui englobe également les populations grecques. C'est systématique. Donc, ils sont rançonnés pour payer en quelque sorte le mouvement de résistance, c'est-à-dire les bachibouzouk qui opèrent dans toute la région. Donc, les rançons, il y a mieux que ça, c'est la conscription, ça c'est assez extraordinaire, des jeunes gens rescapés qui sont rentrés dans leur foyer et qui sont devenus en âge maintenant de porter les armes. Et en fait, on va les traiter exactement comme on l'a fait pendant la guerre. Euh, euh, on va les mettre dans des amélé tabouri, des bataillons de travail, donc avec les mêmes fonctions, porter des charges à dos d'homme, des munitions, de la nourriture et construire des routes. En fait, on les élimine à petit feu en les épuisant dans un travail. Alors ça évidemment, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui explique qu'énormément de rescapés, après avoir échoué à se réinstaller chez eux, bon, quittent leur foyer et vont, par exemple, s'empiler dans des camps autour de Constantinople. Ça, c'est un élément qu'on observe. Alors, concernant en plus les attaques quasi permanentes de zones rurales ou moins rurales, surtout dans les régions de Bursa, Izmit, Adabazar, Eskişehir, vous voyez, jusqu'à Ankara. Là, c'est quasi systématique. Euh, on a principalement les rapports des services de renseignement britanniques, c'est des rapports hebdomadaires qui nous donnent une idée. On peut suivre quasiment semaine après semaine le harcèlement que subissent les localités rurales où des populations arméniennes sont installées. Et tout ça, c'est évidemment organisé. Alors, l'État central à Constantinople était censé évidemment protéger ces gens, était censé annuler cette loi de confiscation des biens dits abandonnés, n'est-ce pas? Et il va falloir attendre janvier 1920 pour qu'elle soit enfin annulée. Jusqu'à janvier 1920, en fait, les rescapés qui rentrent dans leur foyer n'ont pas de base légale pour récupérer les biens qu'on leur a confisqués pendant la déportation et qui, malheureusement, pour ceux qui sont installés à leur place,
ne sont pas morts pendant les déportations ou n'ont pas été assassinés en cours de route. Alors, cela dit, Demandez donc, oui, que faisaient les Anglais et les Français qui étaient à Constantinople et qui étaient en réalité une force d'occupation à la fin de la guerre, devant l'évolution des événements, devant ce développement et devant Mustafa Kemal. Quelle était leur attitude vis-à-vis de Mustafa Kemal et de cette continuité que Mustafa Kemal était en train d'instaurer après le génocide? Euh, en fait, la posture de la défaite, elle est assez brève en milieu turc en général. Bon, je voudrais quand même rappeler que le génocide des Arméniens a une singularité que n'a par exemple pas la Shoah, mais qui est portée également par le meurtre des Tutsis. C'est ce qu'on appelle un génocide de voisinage, c'est-à-dire avec une participation massive des populations locales. Ça, c'est vous voyez, dans le cas de la Shoah, on est dans un autre cas de figure. C'est, on va dire, beaucoup plus planifié, industriel et spécialisé. Il y a en quelque sorte des équipes qui travaillent à détruire physiquement les déportés. Donc, comme on est dans un génocide de voisinage, on est dans un autre cas de figure. Pratiquement dans toute localité, il y a des populations locales qui ont un intérêt direct à faire perdurer cette situation pour pouvoir conserver les biens ou les jeunes femmes ou les gamins qu'ils ont enlevés pendant les violences. Euh, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous éclairer là-dessus. Les services du patriarcat arménien qui avaient été dissous en juillet 1916 sont réinstallés par les Britanniques et les Français à la fin de la guerre, principalement les Britanniques. Et donc, ils se remettent au travail et on dénombre à peu près plus de 160 000 orphelins, dont 93 000 vont être récupérés dans les mois, on va dire jusqu'au printemps 1919, dans les mois qui suivent l'armistice, 93 000, mais les autres, on ne parviendra jamais à les récupérer. Ils restent dans des familles turques, kurdes ou autres, principalement en province, avec un refus systématique et même il y a tout un. Donc, même les 93 000, il a fallu que le patriarcat organise tout un système de gestion. Et ça, elle l'a fait principalement en coopérant avec le haut-commissaire britannique. Voilà, vous voyez, j'y suis arrivé là. Le côté français, bon, français et britannique en fait, ont une présence militaire quasiment symbolique dans l'Empire ottoman. Euh, Ils ont voulu démanteler l'Empire ottoman et régler politiquement la situation en n'y mettant pas les forces militaires nécessaires. Alors, on peut évidemment facilement expliquer tout ça par la saignée de la Première Guerre mondiale, l'épuisement aussi des vainqueurs. Hein, ils sont épuisés. En tout cas, ils n'y ont pas mis les forces nécessaires et on se retrouve dans une situation où, effectivement, il y a une présence militaire britannique et française, ou en Cilicie, en Mésopotamie, Irak et en Palestine. Voilà. C'est-à-dire toutes les régions, on va dire, plutôt arabophones, où le britannique et français se sont partagés pendant la guerre, les accords Saïs-Picot, et où ils songent à se maintenir de manière coloniale, hein, bien sûr, définitive, après-guerre. Mais pour les autres régions, il n'y a quasiment pas de présence.
il y a quelques dizaines d'officiers britanniques, par exemple, qui sont à Trébizonde. Bon, donc ça stabilise un peu Trébizonde. Il y en a quelques dizaines qui sont à Eskişehir. Il y en a un petit peu à Bursa, mais à l'intérieur, c'est le désert. Il y a juste quelques membres des services de renseignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font des rapports et qui surveillent en quelque sorte l'attitude des Kémalos jeunes Turcs dans les provinces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que les termes de l'armistice de Moudros n'ont jamais été respectés par l'Empire ottoman. Hein. Le meilleur exemple, c'est le désarmement. Par exemple, la troisième armée qui était partie jusqu'à Bakou au début de novembre 1918, ils ont été dans l'obligation de se replier et de rentrer dans l'Empire. Et ils s'installent en fait à Erzurum. Et quand vous observez ce qui se passe sur les zones frontières, vous voyez par exemple que cette troisième armée, elle est restée parfaitement armée, parfaitement équipée, et qu'elle a même fait mieux, elle joue un rôle de tampon, elle prend le contrôle de l'ensemble de la frontière avec l'Arménie du Caucase et empêche tout réfugié, tout rescapé arménien établi dans le Caucase de rentrer chez lui. Par exemple, à Erzurum ou à Van. On a des chiffres très précis. À Van, à la fin de la guerre, il reste 500 Arméniens. Voilà, il faut le savoir. Et dont une partie sont sur les deux îles de Lim et Godutz. Vous voyez, on rend on a rendu le retour des rescapés et un retour à une vie, si on peut dire, normale, à peu près impossible. Et le dernier élément qui le prouve, et là, c'est même pas les jeunes Turcs, mais le gouvernement libéral qui est basé à Constantinople, qui sont des marionnettes en fait, euh, euh, ils n'autorisent pas les Arméniens à récupérer leurs écoles et leurs églises et à les remettre en activité. Voilà. Là, vous avez compris que on rend la politique mise en place de parachèvement a rendu absolument impossible un retour des populations arméniennes dans leur foyer. Et mon ouvrage vise à illustrer cet aspect euh, qui était une page blanche, quoi. C'était pas Alors, connu. dans un chapitre de votre livre, vous parlez des puissances, le rapport entre les Arméniens et les puissances dans la gestion de l'après-guerre et d'une question presque, j'allais dire, métaphysique de relation, de cohabitation entre les victimes et les bourreaux. Ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que après donc l'anéantissement, après les violences exercées, après l'extermination, les maigres forces qui restaient de la population arménienne, du peuple arménien, devaient accepter de vivre encore une fois sous la tutelle oppressante de ces bourreaux, mais personnellement de ces bourreaux, c'est-à-dire ces bourreaux qui sont passés d'un régime dit révolu à un autre qui se disait un régime novateur, républicain, etc., etc. Donc il s'agissait en réalité de la, de la, de la, Continuité, de c'est la une continuité, continuité. voilà, du blanchiment, j'allais dire, cet ancien régime avec le recyclage des bourreaux dans le nouveau régime. Dites-nous comment cela se passait. Ça s'est passé très simplement au fur et à mesure des progrès, on va dire, de Kemal dans la prise en main de tout le mouvement Milli. Un par un, les cadres jeunes turcs
Et là, on a par exemple le directeur des déportations, vous voyez, Shukru Kaya, qui va devenir après ministre de l'Intérieur. Enfin, on en a d'autres qui deviennent ministres des Affaires étrangères. On en a d'autres. Ça va jusqu'au président de la République. Le dernier président de la République, jeune turc, euh, c'était le chef de l'organisation spéciale dans la région de Smyrne. Vous voyez, j'ai oublié son nom maintenant, peu importe, en 1960. Je suis sûr que certains auditeurs vont parfaitement se rappeler son nom. Il faut lire, Donc, vous voyez, il faut la, lire le livre. comment? Il faut lire le livre. Oui, 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 peu importe, mais Voilà. donc effectivement, il y a un recyclage. Président du Parlement, enfin, il y a Frédéric Paulin qui a dressé une liste extensive qui est sur Internet d'ailleurs, de quasiment tous ces cadres qui ont été recyclés. Et il s'agit en fait de criminels qui auraient dû, une partie s'est retrouvée d'ailleurs à Malte, internée à Malte par les Britanniques. Les seuls qui ont eu réellement la volonté de punir, c'est les Britanniques. Et ça explique d'ailleurs qu'il y avait à peu près 250 détenus à Malte aux mains des Britanniques, donc qui ont été arrêtés principalement à Constantinople et envoyés dans la perspective d'un jugement. Et le bureau d'information, qui était en fait le centre d'archives du patriarcat arménien, coopérait évidemment avec le haut commissaire britannique pour dresser les dossiers d'accusation, d'instruction, si vous voulez, dans la perspective d'un procès. Alors vous allez me dire pourquoi les Britanniques tenaient tant à les punir. Eh bien, c'était une question un peu de prestige. Comme vous le savez, à l'époque, la Grande-Bretagne est la grande puissance dominante. Et à ce titre, qui a très longtemps donc été proche de l'Empire ottoman, qui coopérait avec, qui le protégeait même, qui était sous sa tutelle. Les Britanniques ont très mal pris que les jeunes Turcs s'allient avec les Allemands et les Austro-Hongrois. Et pour eux, c'était une question de prestige en tant que grande puissance de punir ces gens qui les avaient trahis. Pour eux, c'était une trahison des jeunes Turcs à leur égard. Ça, c'est un aspect. Et puis, il y a peut-être un aspect aussi éthique, moral. Ça peut exister dans les milieux politiques à l'occasion. Je pense que les Britanniques étaient conscients que ce qui avait été commis constituait une infraction au droit international qui était naissant, hein, on va dire, à l'époque. La spécialiste, c'est Zobina Kevonian sur ces questions. Ils étaient conscients que les crimes qui avaient été commis n'étaient pas catégorisés par le droit international et qu'on ne pouvait pas laisser passer ça impunément. Voilà. Ils ont voulu les punir et un par un, d'abord les Italiens évidemment qui ont très vite coopéré avec les kémalistes qui sont en quelque sorte des nains politiques. Ça perdure. Dans un deuxième temps, les Français, à partir de mars 1920, qui ont entendu les sirènes de Mustapha Kemal et qui ont commencé à négocier avec le régime kémaliste, qui n'était même pas officiel, hein, bon, il faut le dire, qui ont passé non pas un traité, mais un accord qui n'a aucune valeur juridique, même les fameux accords d'Angora, au sujet duquel il y a un très bon livre qui a été publié par Aurore Bruna. Voilà. Donc, il y a un contexte général qui fait que les responsables arméniens qui sont en position de négocier le futur de l'Arménie. Et ce futur de l'Arménie, c'est normalement une fusion, hein, la constitution d'un État commun entre ceux de Russie et ceux de l'Empire ottoman.
Donc, j'ai dit que Kemal a déjà quasiment rendu hypothétique la mise en œuvre du traité de Sèvres en liquidant l'Arménie-Caucase. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça, c'est un premier point. En plus, il y avait une situation assez complexe où euh, il y avait la représentation de la République d'Arménie, donc avec une délégation à Paris, qui devait coopérer avec celle qui représentait les Arméniens de l'Empire ottoman, qui n'avaient pas exactement les mêmes intérêts et les mêmes positions. Donc, il y a eu euh, c'est principalement Alexandre Hadician et Boros Noubar qui ont réussi c'était les gens les plus raisonnables, qui ont réussi à coopérer, à travailler et à se présenter avec un front commun à Londres, à San Remo et enfin un peu partout où il y avait des préliminaires pour organiser Sèvres. Sinon, oui, il y a eu des tensions et on a eu parfois affaire à des gens assez obstinés, euh, pas très cultivés, n'ayant aucune culture politique, qui constituait un handicap. En tout cas, Boros Noubar a joué son rôle. J'ai une idée un peu plus précise maintenant de l'action qu'il a menée parce que grâce aux archives du patriarcat sur lesquelles j'ai fini par mettre la main après des années de quête, on a toute la correspondance quotidienne entre Noubar et le patriarche Saven. Ça, c'est important. Et par contre, sa correspondance avec la République d'Arménie, on la possédait déjà, puisque maintenant, ces archives, qui sont restées très longtemps à Paris, depuis 1983 à peu près, sont aux archives nationales d'Arménie et elles étaient consultables. Voilà, en gros. Donc, petit à petit, les, les Français et les Britanniques ont reculé. Au début, ils ont une posture presque brutale à l'égard de... Quand une délégation ottomane arrive à Paris en 1919 et qu'elle essaye de développer la thèse du fait que ce n'est pas l'État ottoman, mais un carteron de délinquants qui a pris le pouvoir et que c'est eux qui ont commis le crime, en ignorant que, en fait, une proportion considérable de la population, y compris des femmes, ont directement participé au pillage, au meurtre, etc. Ils sont renvoyés illico, quoi. Et en gros, on leur dit, mais vous avez fait la preuve, la démonstration que vous êtes aucunement responsable, vous êtes des irresponsables et aucunement en capacité de gérer d'autres groupes. Voilà. Alors, pour en revenir au passage de la République, l'Empire ottoman à la République de Mustafa Kemal, Oui, vous posez en fait deux questions et auxquelles vous apportez déjà dans le livre des arguments solides. C'est euh, est-ce que la République turque d'aujourd'hui est fondée sur le génocide des chrétiens arméniens, grecs et assyro-chaldéens? La indéniablement. première des questions. Oui, j'y ai répondu. Par l'affirmative en disant qu'effectivement, la Turquie contemporaine repose sur le meurtre, l'élimination des groupes qui étaient constitutifs de l'Empire ottoman et qui ont été exclus par la violence du projet jeune turc dans lequel ils n'avaient pas leur place, quoi. Alors, avant de passer à l'autre question qui est aussi importante pour pour les temps modernes, je voulais un peu creuser cette question de la fondation de la République sur le génocide. Euh, Comment explique-t-on, en dehors d'un plan, de créer un pays homogène
oui, d'éléments faits d'éléments musulmans, parce que les Kurdes n'ont pas été, non seulement n'ont pas été exterminés, mais ont pris part largement au génocide. Euh, oui, comment peut-on, et cette question a souvent été posée et analysée dans le cas de la Shoah, comment oui. peut-on avoir une idée qui va jusqu'à l'extermination de toute une nation, de tout un peuple? Bon, Comment, je veux dire, on a dit pour les nazis qu'ils étaient des malades, que Hitler oui, était un malade, etc. Comment, dans le cas du génocide, qui a été une sorte de prototype du génocide, des génocides suivants, du génocide des Arméniens, euh, comment on en arrive au meurtre ultime, j'allais dire, suprême, d'anéantir toute une population pour des raisons d'État, pour des raisons qu'on considère comme indispensables pour la survie. Est-ce que l'existence de ces chrétiens mettait en danger véritablement l'existence d'un État auto-empire impérial ou plus tard républicain? bon. En Allemagne, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près 500 000 juifs. Tout le discours nazi constituait à dire que ces gens-là euh, constituaient un danger mortel pour le Reich. Bon, alors maintenant on transpose cette logique dans l'Empire ottoman. Euh, il y a à peu près 2 millions d'Arméniens, 2 millions de Grecs et environ 600 000 Assyro-Chaldéens qui vivent dans l'Empire ottoman et qui constituent probablement à peu près 30% de la population locale. Mais on est donc la proportion est quand même beaucoup plus importante que dans le cas de l'Allemagne, du Reich. Ce qui est intéressant, c'est le profil socio-économique de ces presque 5 millions de chrétiens. Euh, En fait, ils tiennent quasiment tout le système économique. Mais ça, c'est l'héritage du système ottoman. On leur a interdit les fonctions politiques et militaires et on les a repoussés dans des missions de production. Alors, c'est vrai que avec une forme de libéralisation qui a eu lieu dans la deuxième moitié du 19e, due principalement à une ouverture du pays à des capitaux européens. Euh, euh, il y a pas mal de chrétiens qui ont acquis un certain statut social, voilà, qui ont même une forme de prospérité. Et tout ça a Donc, été c'est le facteur perçu. économique. Oui, Ça, c'est ça le facteur c'est économique. un élément important, ça. C'est un élément qui a sûrement contribué à un sentiment de frustration qui devait être dominant parmi les populations turques et kurdes, ou musulmanes si vous voulez, le groupe dominant, les gens du groupe dominant. Ça a dû peser, c'est un élément qui a pesé assez lourd. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est la dégradation systématique de l'Empire, hein, qui perd un par un tous ses territoires et qui se fait vraiment hacher par d'anciens vassaux comme la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, etc., qui un par un acquièrent leur indépendance et donc une réaction euh, qui, euh, euh, qui commence à employer une terminologie nationaliste et qui intègre la logique de l'État-nation à la française. Hein, c'est une sorte de poison.
qui nous empoisonnent presque jusqu'aujourd'hui dans certaines régions, donc de l'énanation, avec un arrière-plan racial qui à l'époque était très répandu dans le monde entier, avec des catégorisations selon la couleur de la peau. Tout ça est cumulatif et a nourri ce groupe d'extrémistes que vont constituer les jeunes Turcs. Et Alors, donc, on peut faire un parallèle avec les nazis. Et pour être plus général, je dirais que un génocide dans son organisation est d'une très grande rationalité, c'est rationnel, mais dans sa conception, sa décision, c'est totalement, bien sûr que c'est un espèce de délire, vous voyez, et les jeunes Turcs n'ont pas échappé à ce délire. Alors, il y a un pragmatisme, et puis, l'élément que j'ai utilisé, que j'ai évoqué dès le début, socio-économique, il pèse très lourd aussi. L'opportunité de capter les biens de plusieurs millions de personnes, mais quand on voit les premiers budgets de l'Empire, de la République turque, on voit qu'ils reposent principalement sur les biens qui ont été captés oui. aux Arméniens, aux Grecs et aux Assyro-Chaldéens. Voilà. Alors, vous avez donné donc deux raisons, la raison politique, la raison d'État et la raison économique pour expliquer. J'ai le souvenir d'une analyse, j'allais dire, plus littéraire, historico-philosophique de la question de Marc Nichanian sur Agop Chagan, l'écrivain Agop Chagan, qui disait que les Arméniens étaient prédestinés dans l'Empire par leur histoire à l'intérieur de l'Empire, par leur traitement et par la psychologie collective des Turcs était prédestiné à être sacrifié. C'était le peuple qu'il fallait sacrifier pour se construire une identité, pour se construire un État. Quelle est la part de j'allais dire, de cet argument subjectif, j'allais dire, dans l'exécution du génocide des Arméniens? Euh, Si vous voulez, les historiens ils cherchent principalement à comprendre les phénomènes et à leur donner des explications plus ou moins, on va dire, rationnelles. Euh, ou au contraire démontrer l'irrationnel d'une telle démarche. Chez le littéraire, qui examine la parole du bourreau, la parole de la victime, on fait ressortir d'autres aspects qui méritent effectivement toute notre attention. J'ai le souvenir d'avoir été très marqué par justement un ouvrage de Marc Nechanian, la perversion historiographique, où il disait tout, et qui nourrit, qui mérite et qui nourrit l'historien, c'est indéniable. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. On peut dire qu'historien et analyste de la parole, comme les Marc Nechanian, sont très complémentaires sur ce genre de dossier. La psychanalyse a son mot à dire, etc. Maintenant, vous savez, depuis une vingtaine d'années, il y a la dimension mémorielle qui commence à peser, où on examine un petit peu les effets de l'héritage, et chez les victimes, mais aussi chez les bourreaux. Alors, c'est J'ai une un belle collègue transition. allemand qui utilise même le concept de trauma du bourreau, parce qu'il y a une forme de trauma dans la société turque, même Alors, on si va poser justement cette question que vous vous posez dans le livre. Donc, c'est la deuxième question essentielle que vous posez dans ce livre, c'est la Turquie contemporaine porte-t-elle encore les stigmates de ces violences, de ce génocide
des chrétiens de l'Empire ottoman. Oui, alors nous y avons répondu avec une très belle équipe dans un ouvrage que nous avons publié il y a 2 ans, mais qui en France n'est pas connu parce qu'il a été publié à New York, et sur la violence collective et la violence d'État dans la Turquie, et qui englobe d'ailleurs la fin de l'Empire ottoman et la Turquie contemporaine. Et donc, on a passé en revue toute la violence organisée par l'État et la participation de la société à ces violences, et qui englobe bien entendu les populations hellénophones. On y a intégré par exemple un très beau chapitre sur les massacres et les violences commises contre les populations grecques, mais aussi arméniennes en septembre 1955. On y a englobé les violences contre les populations alévis dans les années 20, dans les années 30, dans le Dersim. Euh, Toute la dernière partie est consacrée aux populations kurdes qui ont subi des violences assez peu connues, des déportations, la liquidation de toutes les zones rurales, des milliers de hameaux qui ont été détruits, avec une reconcentration de ces populations civiles dans des cités équivalents HLM françaises, vous voyez, pour mieux les contrôler. Bon, bref, on a fait un inventaire assez complet, et au final, notre conclusion était la suivante. La Turquie contemporaine euh, n'a pas refermé le cycle des violences de masse. La Turquie contemporaine continue à produire régulièrement de l'ennemi intérieur. C'est un mode d'emploi, vous voyez, avec toujours cette obsession de la purification, qui est une fiction absolue. Quand vous regardez la composition démographique de la Turquie, vous observez que vous avez des gens qui viennent des Balkans, de Bosnie, d'Albanie, du Caucase, Les presque tous. réminiscences des Arméniens et Bon, des et Grecs. on parle de pureté, d'Asie centrale, enfin, du retour aux sources. On a bâti, euh, on a bâti une nation, entre guillemets, de briques et de brocs, qui essaye de se constituer un socle identitaire commun. Voilà. Et ce socle identitaire, je ne vais pas vous refaire une démonstration, mais en gros, il repose sur la religion et une langue. Voilà. Et puis, quelques mythes historiques qu'on a bâtis de toutes pièces. Alors, ça a commencé sous Mustafa Kemal, ce qu'on appelle la thèse turque de l'histoire, dont au début, il y a eu quelques petits excès et qui ont duré assez longtemps, où on se faisait remonter les origines aux Hittites, vous voyez, histoire de légitimer une présence qui est, bon, voilà quoi, euh, un État qui s'est bâti à coups de sabre, et surtout au détriment de populations autochtones qui ont été sous différentes formes, pas forcément un génocide, sous différentes formes et progressivement Mais lorsqu'on parle des éliminées. stigmates, Raymond Kevorkian, Oui, on sait que le mythe, les services secrets turcs, c'est aussi la, euh, la continuation de de l'organisation l'organisation spéciale, spéciale. absolument. Et Oui, oui. donc, il y a aussi quelque chose de très concret qui passe aussi d'un régime à l'autre. Ah, mais il y a l'héritage, il est là. Physique. Et quand nous disons que c'est une usine à construire de l'ennemi intérieur, c'est évident. Il y a des travaux qui sont menés, par exemple, sur les années 30, 40, 50, etc., avec cette fois-ci les archives d'Ankara, du ministère de l'Intérieur en particulier. Et on commence à voir sortir
quand de temps en temps il y a des documents qui parviennent à être exploités, on commence à voir sortir des éléments très intéressants. Par exemple, au quotidien, l'autorisation d'épouser une convertie arménienne. Donc, c'est une demande qui émane d'un monsieur qui a probablement déjà enlevé la personne en question, mais qui a besoin d'une autorisation pour l'épouser. Ensuite, on a ça c'est peut-être le plus intéressant, c'est un collègue d'Ankara, Baskin Orhan, qui avait sorti quelques documents à ce sujet. Euh, on a des listes de populations converties, préfecture par préfecture, qui sont soigneusement tenues à jour jusqu'aux années 70-80. Et peut-être que ça a continué après. Donc, on sait très bien à qui on a affaire. Vous voyez, euh, le, le, c'est un État Les historiens politique. turcs font un travail remarquable sur notamment les biens confisqués des Arméniens et ce n'est Oui, pas traduit en turc, en français aujourd'hui. Je veux dire, ce sont des travaux très intéressants il y a par exemple le terme un acte honteux qui constitue le titre d'un des ouvrages de Taner Akçam. En fait, c'est des paroles qui ont été prononcées euh, très brièvement dans un moment donné de la vie de Mustafa Kemal avant qu'il prenne le pouvoir. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps avant qu'il adhère évidemment au projet Jeune Turc et qu'il le prolonge dans la durée. qui, ce qui confirme ce qui s'est passé après. En tout cas, la situation où se trouvait Mustafa Kemal, où il fallait faire amende honorable pour le passé et pour pouvoir bâtir un nouveau État, un nouvel État Oui, sur les ruines de l'ancienne, c'est-à-dire sur les cadavres des Arméniens. Merci beaucoup, Raymond Kevorkian, pour cet entretien et à très bientôt. c'est moi qui vous remercie. OK. Au revoir, Hilda. C'est bon? J'arrête.